Regardez-la, elle se croit au-dessus de tout le monde maintenant. Imaginez une fille si belle que tous les hommes du village rêvaient d'elle. Imaginez qu'à force de refuser l'amour véritable, elle tombe dans les bras d'un démon. L'histoire que vous allez entendre va vous glacer le sang. Ce soir-là, Aminata marchait seule sur le chemin du retour. Elle portait sa plus belle robe en dentelle dorée, ses talons claquaient sur la terre rouge. Le soleil se couchait derrière les baobabs, peignant le ciel de rouge et d'or. Dès qu'elle croisa le regard de cet homme, elle sut que quelque chose changeait. Grand, costume blanc impeccable comme s'il sortait d'un magazine, sourire éblouissant qui faisait briller ses dents parfaites. Il lui tendit la main avec une assurance troublante, presque surnaturelle. Sa voix était douce comme du miel, envoûtante. « Je m'appelle Malik. Je viens de la capitale. » Ce n'était pas une rencontre ordinaire. Quelque chose dans l'air semblait vibrer différemment. C'était le début d'un cauchemar qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Quelques jours plus tard, Aminata reçut une demande en mariage officielle. Pas de palabres interminables, pas de négociations familiales qui durent des semaines. Juste une dot immense qui fit trembler tout le village, 2 valises pleines de billets neufs, craquants, encore emballés. Personne n'avait jamais vu autant d'argent. Elle accepta sans hésiter, le cœur battant d'excitation et de triomphe. Elle aurait pu écouter sa mère qui suppliait, sa grand-mère qui avertissait avec des yeux inquiets, les anciens du village qui hochaient la tête avec tristesse. Mais rien ne sortit de sa bouche sauf un « oui » triomphant, presque arrogant. Elle quitta la maison familiale sans un regard en arrière, sans même une larme pour sa mère qui pleurait sur le seuil. Il l'emmena dans une grande voiture noire aux vitres teintées si sombres qu'on ne voyait rien à l'intérieur. Elle ne remarqua même pas qu'il ne conduisait jamais le jour, toujours au crépuscule ou dans la nuit noire. 7 ans plus tôt, Aminata avait grandi comme une princesse au village de Kébémé, dans une concession familiale entourée de manguiers centenaires. Fille unique de Mamadou, un cultivateur respecté qui possédait les meilleures terres du village. Police comme du beurre de karité frais, yeux en amande qui captivaient quiconque osait les regarder, sourire capable de désarmer n'importe qui. Dès l'âge de 15 ans, les prétendants se bousculaient devant la concession familiale comme des mouches attirées par le miel. Il y avait d'abord Ibrahima, le fils du forgeron. Travailleur infatigable, honnête jusqu'à la moelle, main calleuse marquée par le travail du fer mais cœur pur et généreux. Il cultivait son propre champ depuis l'âge de 16 ans, aidait sa famille sans jamais se plaindre. Il vint avec ses parents un dimanche matin, apporta des cadeaux modestes mais sincères, un sac de riz parfumé, du sucre en pain, du thé vert de qualité, des noix de cola soigneusement choisies. Le père d'Aminata était prêt à accepter, voyant en Ibrahima un bon mari, stable et fiable. Mais Aminata refusa net, presque avec dégoût. « Papa, je ne vais pas épouser un forgeron qui sent la sueur et la fumée toute la journée. Moi je mérite mieux que ça. Beaucoup mieux. » Sa mère essaya de raisonner avec elle, patiemment, « Ma fille, l'argent passe comme le vent, le bon cœur reste pour toujours. Ibrahima est un bon garçon. » Aminata rit, un rire méprisant qui blessa sa mère. « Les vieilles histoires ne nourrissent personne, maman. Je veux vivre, pas survivre dans la misère. » Puis vint Ousmane, l'instituteur du village voisin de Louga. Instruit, diplômé de l'école normale, respecté par toute la région, salaire stable de fonctionnaire. Il récitait des poèmes de Senghor et de Birago Diop, offrait des livres qu'il choisissait avec soin. Les femmes du village enviaient Aminata, se bousculaient pour lui dire sa chance. « Tu as de la chance, ma fille. Un homme éduqué comme ça, c'est rare. C'est un cadeau du ciel. » Mais Aminata le renvoya aussi, sans même réfléchir vraiment. Un instituteur ? Avec son petit salaire de fonctionnaire qui ne suffit même pas pour acheter une voiture ? Je vaux plus qu'une vie dans une case en banco avec 3 enfants accrochés à mes pagnes, à peine de quoi manger.
Les refus s'accumulèrent comme des nuages avant la tempête. Un par un, méthodiquement. Boubacar le maçon qui construisait les plus belles maisons du département. Moussa le chauffeur qui économisait pour acheter son propre taxi. Même Cheikh, le fils du chef du village, pourtant promis à hériter des terres familiales immenses et du titre de chef. Aminata répondait toujours la même chose, comme un disque rayé, je veux un homme riche. Quelqu'un qui vient de la ville, de Dakar ou même de l'étranger. Quelqu'un qui peut m'offrir une vraie vie de reine, pas une vie de paysanne. Les femmes du village commencèrent à murmurer sur son passage, à échanger des regards entendus. Et elle se croit trop belle pour nous. L'orgueil précède toujours la chute. Toujours. Les hommes cessèrent peu à peu de venir, découragés par tant de mépris. Aminata ne s'en souciait absolument pas. Elle passait ses journées à se mirer dans le petit miroir cassé qu'elle gardait comme un trésor, à tresser ses cheveux différemment chaque semaine en imitant les magazines, à porter des robes de plus en plus voyantes achetées au marché de Thiès avec l'argent de sa mère. Elle ne travaillait pas au champ comme les autres filles de son âge qui suaient sous le soleil. Mes mains sont trop belles pour la terre sale. Je ne suis pas faite pour ça. Sa mère s'inquiétait de plus en plus, ne dormait presque plus la nuit. Aminata, tu as maintenant 22 ans. Les bons partis sont tous partis se marier ailleurs. Tu vas finir seule et aigrie. Aminata haussait les épaules avec indifférence, presque avec mépris. Maman, arrête de t'inquiéter pour rien. Mon mari viendra. Et ce sera un grand monsieur, tu verras. Tu seras fière de moi. Elle avait raison sur un point. Il vint. Mais ce n'était pas un homme. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose d'ancien et de terrible. Un jour de grand marché hebdomadaire. Le marché de Kébémé était bondé, bruyant, plein de vie. Marchandes criant leurs prix, enfants courant entre les étals, odeur de poissons séchés et de fruits mûrs dans l'air chaud. Aminata se promenait entre les étals, panier vide à la main, juste pour être vue et admirée. Elle portait une robe rouge moulante qui épousait ses formes, foulard doré brillant dans ses cheveux tressés, sandales à talons hauts qui claquaient sur la terre battue. Les regards masculins la suivaient partout comme des projecteurs, les femmes la dévisageaient avec un mélange d'envie et de désapprobation. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Debout près d'une Mercedes noire rutilante garée sous le fromager géant au centre du marché. Malik. Grand, mince avec une élégance presque féline, peau claire presque dorée qui brillait légèrement au soleil, costume blanc sans une seule tache malgré la poussière ambiante, lunettes de soleil chair qui reflétaient tout. Il ne souriait pas. Il l'observait fixement, sans bouger, comme un prédateur observe sa proie. Aminata sentit son cœur battre la chamade, une excitation électrique parcourir son corps. Enfin. Enfin un homme à sa hauteur, un homme qui lui ressemblait. Elle passa devant lui lentement, déhanchement calculé, fit semblant de s'intéresser à des tissus wax qu'elle n'avait aucune intention d'acheter. Il s'approcha sans bruit, comme s'il glissait sur le sol. « Mademoiselle, vous êtes de ce village ?» Voix profonde et chaude, accent urbain parfait, sans trace du terroir. Aminata sourit, baissa les yeux avec une fausse timidité qu'elle avait répétée devant son miroir. « Oui, je suis d'ici. »« Et vous, vous venez d'où ?»« Je viens de Dakar, du plateau. Je suis dans les affaires internationales. J'achète des terres agricoles ici pour un grand projet d'investissement. » Il sortit une carte de visite dorée avec des lettres en relief. Malik Diagne Import-Export Consulting International. Aminata n'avait jamais vu quelque chose d'aussi chic et sophistiqué de toute sa vie. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure, assis à l'ombre du fromager. Il lui raconta sa vie à la capitale, ses bureaux climatisés avec vue sur l'océan, ses voyages réguliers en Europe et en Amérique, ses projets d'investissement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aminata buvait ses paroles comme une assoiffée boit de l'eau fraîche, les yeux brillants d'admiration et de désir.
Et vous, vous faites quoi dans la vie? Demanda-t-il en la fixant intensément derrière ses lunettes sombres. Moi? J'aide ma famille avec le commerce. Mais je rêve de quitter le village, d'aller vivre en ville. J'étouffe ici. Malik sourit lentement, découvrant des dents d'une blancheur impossible. Une belle femme comme vous mérite bien mieux qu'un village poussiéreux. Vous êtes faite pour les grandes villes, les belles choses, la vraie vie. Avant de partir, il lui donna son numéro griffonné sur un papier épais et parfumé. Appelez-moi quand vous voulez. J'aimerais beaucoup vous revoir. Très bientôt. Aminata rentra chez elle en marchant sur un nuage, le cœur léger, un sourire immense collé au visage. Elle annonça à sa mère dès qu'elle franchit le seuil, « J'ai rencontré mon mari. » C'est fait. Sa mère leva les yeux du feu où elle préparait le dîner, les sourcils froncés d'inquiétude. « Qui? De qui tu parles? » À un homme de Dakar. Riche, très riche. Élégant. Parfait. Exactement ce que j'attendais. Sa mère posa sa louche, essuya ses mains sur son pagne. Aminata, un homme qui vient comme ça, tout seul, sans famille connue, sans histoire que personne ne peut vérifier. Méfie-toi, ma fille. Ce n'est pas normal. Aminata rit avec mépris, secouant la tête. Maman, tu es jalouse parce que je vais enfin réussir ma vie. Tu ne supportes pas que je parte d'ici. Sa mère ne répondit rien, mais ses yeux se remplirent de larmes qu'elle retint difficilement. Les semaines suivantes, Malik revint régulièrement au village, toujours impeccablement habillé. Toujours généreux jusqu'à l'excès. Il offrit à Aminata des robes importées de France encore dans leur emballage, des parfums français aux noms compliqués, des bijoux en or massif qui brillaient au soleil. Il emmena toute la famille au meilleur restaurant de Thiès, paya l'addition sans même regarder le montant. Le père d'Aminata, impressionné malgré ses réserves initiales, commença à se laisser convaincre progressivement. Il a l'air sérieux, cet homme. Et il a clairement les moyens. C'est peut-être une bonne opportunité pour notre fille. Mais la grand-mère d'Aminata, vieille femme ridée aux yeux perçants qui avait tout vu dans sa longue vie, observait Malik en silence chaque fois qu'il venait. Elle ne disait rien mais elle voyait. Elle voyait ce que les autres refusaient de voir. Un soir, elle appela sa petite fille dans sa case sombre. Aminata, viens t'asseoir près de moi. Aminata soupira mais obéit par respect. Cet homme, Malik. Il ne mange jamais devant nous. Tu as remarqué? Il refuse toujours poliment. Il ne prie jamais. Il ne parle jamais de sa famille, de ses parents, de son village d'origine. C'est très étrange. Aminata soupira avec agacement, levant les yeux au ciel. Grand-mère, tu es trop vieille. Les choses ont changé. Les gens modernes ne sont pas comme avant. La grand-mère attrapa son poignet avec une force surprenante pour son âge. Regarde ses yeux. Vraiment. La prochaine fois, regarde bien ses yeux. Et écoute ton cœur, pas ta tête. Aminata retira son bras doucement, agacée. Grand-mère, laisse-moi vivre ma vie. S'il te plaît. Elle refusa. Elle ne voulait pas voir. Elle ne voulait pas entendre. Elle voulait juste partir, juste s'échapper de ce village qu'elle détestait de plus en plus. 3 mois après leur première rencontre au marché, Malik fit sa demande officielle en grande pompe. Il arriva dans sa Mercedes noire, accompagné de 3 hommes en costume sombre que personne ne connaissait et qui ne dirent pas un mot de toute la cérémonie. Il portait 2 valises en cuir marron remplies à ras-bord d'argent en billets neufs. Pas de cadeaux traditionnels, pas de noix de cola, pas de prières des anciens, pas de longues discussions. Juste l'argent. Des liasses et des liasses. Le père d'Aminata hésita longuement, mal à l'aise devant tant de richesses sans explication. C'est inhabituel,
cette façon de faire. On ne connaît pas votre famille. Mais Aminata le supplia, presque à genoux, les mains jointes. Papa, s'il te plaît. C'est l'homme que je veux. C'est ma vie. Ne me refuse pas ça. Le mariage fut célébré rapidement. Trop rapidement pour être normal. Malik refusa catégoriquement une grande fête traditionnelle. Je préfère quelque chose d'intime, de simple. Nous ferons une vraie grande fête à Dakar plus tard, avec tous mes contacts importants. Je vous le promets. Le jour du départ définitif, Aminata monta dans la Mercedes noire, habillée comme une reine dans une robe blanche importée qui avait coûté une fortune. Elle salua à peine sa mère qui sanglotait dans la cour, ignora complètement les larmes silencieuses de sa grand-mère qui la regardait partir avec des yeux remplis de tristesse et de résignation. Je reviens bientôt vous chercher. Dans quelques mois maximum. Vous verrez ma nouvelle maison, ma nouvelle vie. Vous serez tellement fiers. Malik démarra en douceur. Les portières se verrouillèrent automatiquement avec un bruit métallique sec. Aminata ne remarqua pas ce détail inquiétant. Elle ne remarqua pas non plus qu'elle ne pouvait plus s'ouvrir de l'intérieur, qu'il n'y avait aucun bouton, aucune poignée. La maison sans retour. Le voyage dura des heures interminables. Aminata s'endormit bercée par le ronronnement du moteur et ses rêves de grandeur. Quand elle se réveilla en sursaut, il faisait nuit noire complète. Pas de lune. Pas d'étoiles. Juste une obscurité épaisse et oppressante. La voiture roulait maintenant sur une route de terre étroite et cabossée, entourée d'arbres immenses aux branches tordues qui ressemblaient à des griffes géantes. Malik, on est où exactement ? C'est encore loin ? Sa voix tremblait légèrement. Bientôt arrivé, ma chérie. Très bientôt. Patience. Ils s'arrêtèrent enfin devant une grande maison isolée perdue au milieu de nulle part. Murs blancs immaculés, toit rouge vif, jardin fleuri avec des roses et des hibiscus parfaitement alignés. Belle. Magnifique même. Mais étrangement silencieuse. Pas de voisins visibles. Pas de lumière autour. Pas de bruit d'animaux. Juste cette maison, seule dans la forêt dense, comme une île au milieu d'un océan noir. Et c'est ici ? C'est notre maison ? Aminata descendit de la voiture, mal à l'aise pour la première fois. Quelque chose dans l'air semblait anormal, lourd, épais. Malik ouvrit la porte d'entrée massive avec une clé ancienne. L'intérieur était luxueux au-delà de tout ce qu'Aminata avait imaginé. Meubles en bois précieux sculptés à la main, tapis épais persans authentiques, lustres en cristal qui projetaient des arcs-en-ciel sur les murs, tableaux encadrés d'or. Mais quelque chose clochait terriblement. L'air était froid. Trop froid pour un pays tropical. Aucun bruit. Pas d'insectes qui bourdonnent, pas de vent dans les feuilles, pas de cris d'oiseaux nocturnes. Rien. Juste un silence de tombe. Installe-toi tranquillement. Visite la maison. Je reviens dans quelques minutes. Malik disparut dans une pièce du fond, fermant la porte derrière lui sans bruit. Aminata explora la maison avec un malaise grandissant. La cuisine était ultra moderne avec tous les appareils imaginables, mais complètement vide. Pas de nourriture. Pas de provisions. Pas même un grain de riz. Chambre magnifique avec un lit gigantesque à baldaquin, mais sans fenêtre. Pas une seule. Juste des murs nus. Elle essaya d'ouvrir la porte d'entrée massive. Verrouillée. Impossible à ouvrir. Elle frappa fort contre le bois épais. Malik ? Pourquoi la porte est fermée à clé ? Malik ? Pas de réponse. Juste l'écho de sa propre voix qui résonnait bizarrement. Elle chercha frénétiquement son téléphone dans son sac. Pas de réseau. 0 barre. Comme si les ondes n'existaient pas ici.
Elle retourna dans le salon, le cœur battant de plus en plus vite. Malik était là, assis tranquillement dans un grand fauteuil de cuir noir, les jambes croisées. Il avait enlevé ses lunettes de soleil pour la première fois. Aminata se figea complètement, incapable de respirer. Ses yeux n'étaient pas normaux. Pas du tout. Deux pupilles verticales comme celles d'un serpent ou d'un reptile. Jaunes. Brillantes dans l'obscurité. Malik. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es? Sa voix n'était qu'un murmure terrorisé. Il sourit lentement, très lentement, découvrant des dents qui semblaient maintenant trop nombreuses et trop pointues. Aminata, tu voulais un homme riche. Tu voulais une grande maison luxueuse. Tu voulais quitter ton village misérable. Tu voulais être admiré, envié. Il se leva avec une grâce inhumaine. Sa peau commença à changer sous les yeux horrifiés d'Aminata. Elle devint grise, puis écailleuse comme celle d'un lézard géant. Ses doigts s'allongèrent démesurément, se terminant par des griffes noires recourbées et acérées. Sa voix devint plus grave, presque inhumaine. Tu as refusé tous les hommes honnêtes qui t'aimaient vraiment. Tu as craché avec mépris sur l'amour véritable. Tu as piétiné les cœurs purs. Alors je suis venu. Moi. Pour te donner exactement ce que tu réclamais. Aminata hurla de toutes ses forces, un cri perçant de terreur pure. Elle courut vers la porte d'entrée, griffa le bois jusqu'à se faire saigner les ongles. Verrouillée. Solidement. Les fenêtres. Toutes murées de l'intérieur par des briques invisibles de l'extérieur. Elle frappa, griffa, supplia en sanglotant. Malik ou la créature terrifiante qui portait ce nom la regardait calmement, sans bouger, presque amusé par ses efforts désespérés. Tu es à moi maintenant. Pour toujours. Pour l'éternité. Tu ne partiras jamais. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé pire que la mort. Aminata était prisonnière dans cette maison magnifique qui était devenue son tombeau. La créature ne lui faisait pas de mal physique. C'était bien pire que ça. Elle la forçait à jouer le rôle de l'épouse parfaite, de la femme comblée. À sourire même en pleurant intérieurement. À se maquiller même avec les yeux rougis de larmes. À servir même en tremblant de peur. À obéir à chaque ordre. Chaque soir sans exception, elle devait s'habiller élégamment dans les robes somptueuses qui remplissaient les placards, se maquiller avec les produits de luxe disposés sur la coiffeuse, coiffer ses cheveux parfaitement, faire semblant d'être heureuse et épanouie. La créature l'observait pendant des heures, satisfaite, sans jamais cligner des yeux. Tu voulais la richesse. La voici. Regarde autour de toi. Tu voulais la beauté. Admire-toi dans les miroirs. Les miroirs. Les dizaines de miroirs de la maison reflétaient toujours Aminata jeune et belle, radieuse et parfaite. Mais elle sentait qu'elle vieillissait. Vraiment. À une vitesse terrifiante. Ses cheveux devenaient blancs, cassants. Sa peau se ridait profondément. Son dos se courbait sous un poids invisible. Ses mains tremblaient constamment. Mais dans tous les miroirs, partout dans la maison, elle restait exactement la même. Belle. Jeune. Parfaite. Prisonnière de sa propre vanité devenue cauchemar vivant. Un mois passa dans cette torture silencieuse. Puis 6 mois. Puis un an entier. Aminata ne comptait plus. Le temps n'avait plus de sens dans cette prison hors du monde. Au village. Au village de Kébémé, la famille d'Aminata attendait désespérément. Au début, ils espéraient chaque jour, chaque heure. Et elle va appeler demain. Elle va nous envoyer des nouvelles. Elle va venir nous chercher comme elle l'a promis. Mais le silence dura. Un silence lourd et angoissant. Pas d'appel. Pas de lettre. Pas de visite.
Rien. Le père essaya de retrouver Malik par tous les moyens. Il alla à Dakar, questionna partout. Personne dans toute la capitale ne connaissait ce nom. Personne n'avait jamais entendu parler de lui. L'adresse professionnelle inscrite sur la carte de visite en relief doré menait à un terrain vague abandonné envahi de mauvaises herbes où personne n'avait jamais construit quoi que ce soit. La mère d'Aminata tomba gravement malade de chagrin, rongée par l'inquiétude et la culpabilité. Elle maigrissait à vue d'œil, ne mangeait presque plus, ne dormait plus du tout. La grand-mère, elle, savait. Elle avait toujours su. Elle a été prise. Par les esprits. Par quelque chose d'ancien et de mauvais. Je l'avais vu dans ses yeux à lui. Dans ce regard qui n'était pas humain. Mais personne ne m'a écouté. Les villageois murmuraient sur leur passage, des murmures à la fois compatissants et moralisateurs. C'est le prix de l'orgueil. Elle voulait trop. Elle a méprisé les bénédictions simples. Maintenant elle paie. Ibrahima, le forgeron patient qu'Aminata avait rejeté avec tant de mépris, se maria avec une fille douce et travailleuse du village voisin. Une fille simple qu'il aimait sincèrement. Ousmane, l'instituteur cultivé, fit de même avec une jeune enseignante humble et intelligente. Ils construisirent des familles heureuses, solides, remplies d'amour véritable. Simples mais stables. Pauvres peut-être en argent, mais riches en tout ce qui compte vraiment. Parfois, la nuit quand le vent soufflait fort, des gens juraient voir une silhouette fantomatique en robe rouge marcher lentement près de la forêt dense. Toujours seule. Toujours silencieuse. Pieds nus sur la terre froide. Certains disaient que c'était le fantôme d'Aminata qui cherchait le chemin du retour. D'autres disaient que c'était un avertissement envoyé par les ancêtres pour rappeler aux vivants les dangers de la vanité. Le retour impossible. 5 longues années s'étaient écoulées comme du sable entre les doigts depuis le jour où Aminata avait quitté la maison familiale avec son petit sac et ses grands rêves. Dans la maison isolée perdue dans la forêt, elle n'était plus qu'une ombre fragile de ce qu'elle avait été. Cheveux complètement blancs et clairsemés, dos courbé comme celui d'une vieille femme de 80 ans, mains tremblantes et ridées qui pouvaient à peine tenir une cuillère. Mais la créature la forçait toujours, chaque jour, chaque soir, à porter les belles robes luxueuses maintenant trop grandes pour son corps décharné, à se maquiller lourdement pour cacher ce qu'elle était devenue, à sourire avec ses lèvres craquelées même quand tout en elle hurlait de douleur. Un soir, rassemblant tout son courage épuisé, elle osa enfin parler. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'as-tu choisi moi ?» Sa voix était rauque, brisée. La créature, toujours assise dans son fauteuil de cuir noir, rit doucement. Un rire sans joie, froid comme la glace. « Parce que tu t'es choisi toi-même, Aminata. J'ai simplement offert ce que tu désirais avec tant de passion. La richesse. L'apparence. L'évasion de ta vie simple. Le luxe. L'admiration. » Aminata pleura, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. « Je voulais juste une meilleure vie. C'est si mal que ça ? Non. Tu ne voulais pas une meilleure vie. Tu voulais être admiré. Envié. Adoré. Tu as refusé l'amour sincère pour l'or brillant. Tu as méprisé la simplicité honnête pour le luxe vide. Tu as piétiné les cœurs purs pour atteindre une illusion. Tu es exactement où tu voulais être. » La créature se leva lentement, s'approcha d'Aminata avec cette grâce inhumaine qui la faisait frissonner. « Regarde-toi. Vraiment. » Aminata se tourna vers le grand miroir doré du salon. Elle vit son reflet, jeune, belle, parfaite, rayonnante. Exactement comme elle était le jour de son mariage. Mais quand elle baissa les yeux sur ses propres mains posées sur ses genoux, elles étaient vieilles, horribles, ridées comme du vieux cuir, griffées par le temps impitoyable. C'est ça ton choix. L'apparence sans substance.
La beauté extérieure sans âme. Le reflet sans réalité. Tu l'as voulu. Tu l'as cherché. Maintenant tu l'as. Pour toujours. Cette nuit-là, recroquevillée dans le grand lit froid, Aminata comprit enfin la vérité terrible. Elle ne sortirait jamais de cette maison. Pas par la porte verrouillée. Pas par les fenêtres murées. Pas même par la mort qui refusait de venir la libérer. Elle était condamnée à vivre éternellement dans cette prison dorée, vieillir rapidement à l'intérieur, éternellement jeune et belle dans les reflets menteurs, regardant sa vie s'écouler sans jamais la vivre vraiment. Pendant ce temps, au village de Kébémé, la vie continuait son cours tranquille. Les filles grandissaient, se mariaient, avaient des enfants. Les mères racontaient l'histoire d'Aminata comme un conte moral lors des veillées autour du feu. Il était une fois une fille si belle qu'elle refusa tous les prétendants honnêtes. Elle voulait un prince riche venu de loin. Elle trouva un démon qui la tint prisonnière. Les jeunes filles écoutaient religieusement, frissonnaient d'horreur, échangeaient des regards inquiets. Certaines comprenaient la leçon immédiatement. D'autres pas encore. Mais toutes se souvenaient de l'histoire. Toutes. 10 longues années après le départ d'Aminata, un événement étrange se produisit au village. Une jeune fille nommée Fatou, 15 ans, d'une beauté presque aussi éclatante qu'Aminata, commença à refuser systématiquement tous les prétendants qui venaient la demander. Je veux un homme riche de la ville. Un homme moderne. Comme Aminata l'avait trouvé. Sa mère, terrifiée par cette répétition de l'histoire, paniqua complètement. Elle l'emmena immédiatement chez la grand-mère d'Aminata, maintenant très âgée, presque aveugle, le dos courbé par les années et le chagrin, mais l'esprit toujours aussi vif. La vieille femme fit asseoir Fatou sur une natte usée près d'elle. « Tu veux vraiment savoir ce qui est arrivé à ma petite fille Aminata ?» Fatou hocha la tête, encore arrogante, sûre d'elle. Elle a réussi. Tout le monde sait qu'elle vit dans une grande maison avec un homme riche. C'est ce que je veux aussi. La grand-mère rit amèrement, un rire sans joie qui glaça le sang de Fatou. Elle vit, oui. Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est même pas une existence. C'est une torture éternelle. Elle raconta tout avec une précision terrifiante. La créature déguisée en homme. La maison sans retour perdue dans la forêt. Les miroirs menteurs qui montrent la jeunesse éternelle. Le vieillissement intérieur implacable. La prison dorée qui ne libère jamais ses prisonniers. Fatou pâlit progressivement en écoutant, ses mains tremblant de plus en plus. Vous mentez. Vous inventez ça pour me faire peur. Va voir toi-même si tu ne me crois pas. La grand-mère lui donna des indications précises, détaillées. Suis la route de terre après Thiès. Marche pendant 3 heures dans la forêt dense. Tu trouveras la maison. Si tu as le courage. Fatou, terrifiée mais trop curieuse pour résister, y alla dès le lendemain matin. Elle marcha pendant des heures sous le soleil brûlant, puis sous les arbres qui bloquaient toute lumière. Elle trouva enfin la maison. Exactement comme la grand-mère l'avait décrite. Blanche. Immaculée. Silencieuse comme une tombe. Pas un bruit. Pas un mouvement. Juste cette maison morte au milieu de la vie. Elle s'approcha d'une fenêtre avec des mains tremblantes, regarda à l'intérieur à travers une petite fissure dans les volets. Elle vit Aminata. Ou ce qu'il en restait. Une vieille femme complètement courbée, squelettique, en robe de mariée blanche maintenant grise et sale, dansant toute seule mécaniquement dans un salon vide au son d'une musique inaudible. Ses yeux creux, vides de toute vie, fixaient un grand miroir doré sans jamais cligner. Elle souriait. Mais ce sourire était brisé, tordu, fou. Le sourire d'une personne qui a perdu sa raison depuis longtemps. Fatou recula violemment, horrifiée jusqu'aux os, une main sur la bouche pour ne pas vomir. Elle courut jusqu'au village sans s'arrêter une seule fois,
ne ralentit pas avant d'arriver en trombe chez elle, à bout de souffle et en larmes. Le lendemain matin, quand Ibrahima le forgeron, maintenant père de 3 beaux enfants, vint timidement demander la main de Fatou, elle accepta immédiatement. Sans hésiter une seule seconde. Sans condition. Sans demande. Elle se maria simplement dans le mois qui suivit. Construisit une vie modeste dans une petite maison en banco, mais remplie d'amour véritable, de rire d'enfants, de bonheur simple et authentique. Et chaque fois qu'une jeune fille du village devenait trop orgueilleuse, trop vaniteuse, trop exigeante, on l'emmenait voir la grand-mère. On lui racontait l'histoire complète d'Aminata. La fille qui voulait tout avoir. Et qui perdit absolument tout. Aujourd'hui, on dit que la maison existe toujours, quelque part dans la forêt profonde qui entoure Kébémé. Certains chasseurs expérimentés jurent l'avoir vue lors de leurs expéditions, toujours au même endroit, toujours silencieuse et morte. D'autres parlent d'une femme fantomatique en robe rouge sang qui marche seule la nuit près de la lisière, cherchant désespérément le chemin du retour qu'elle ne trouvera jamais. Aminata n'a jamais revu sa famille. Elle n'a jamais serré sa mère dans ses bras une dernière fois. Elle n'a jamais tenu ses propres enfants qu'elle ne pourra jamais avoir. Elle n'a jamais connu le vrai bonheur, celui qui vient du cœur et non du portefeuille. Tout ce qu'il lui reste maintenant, pour l'éternité, c'est un miroir qui ment sans arrêt. Et une créature qui sourit en la regardant pour rire lentement. Parce qu'elle a eu exactement, très exactement, ce qu'elle demandait avec tant d'insistance. Un homme riche. Une grande maison luxueuse. Une vie loin du village misérable. Mais elle a oublié de demander une seule chose. La plus importante. L'amour. Le vrai. Celui qui ne se mesure pas en billets de banque ou en robes importées. Celui qui ne se compte pas en or ou en diamants. Celui qui reste solide quand tout le reste s'effondre et disparaît. Et maintenant, il est bien trop tard. Beaucoup trop tard. La vie ne lui a pas donné une seconde chance. Parce que certains choix, une fois faits, ne se rattrapent jamais. Jamais. Aminata a appris la leçon la plus cruelle, la plus douloureuse qui soit. On peut avoir absolument tout ce qu'on désire matériellement. Toutes les richesses du monde. Et mourir de faim quand même. Mourir à l'intérieur. Parce que l'âme humaine ne se nourrit pas d'or brillant. Elle se nourrit de vérité. De respect mutuel. D'humilité sincère. De générosité. D'amour véritable. De tout ce qu'Aminata a méprisé avec arrogance pendant des années. Alors, la prochaine fois que vous regardez quelqu'un et que vous jugez sa simplicité, sa pauvreté apparente, son apparence modeste, souvenez-vous d'Aminata. Souvenez-vous que les plus belles prisons ont souvent des murs en or massif. Et que les plus beaux sourires cachent parfois les plus grandes souffrances, les plus terribles cauchemars. Parce que dans cette vie, ce n'est jamais ce qu'on possède qui compte vraiment. C'est ce qu'on est au fond de son cœur. Et Aminata, malgré toute sa beauté extérieure éclatante, n'était rien sans humilité. Rien sans compassion. Rien sans amour véritable. Elle a voulu briller seule, au-dessus de tous. Elle s'est éteinte seule, dans l'obscurité totale. Et c'est le prix terrible qu'elle paie encore aujourd'hui. Pour toujours. Sans fin. L'histoire d'Aminata n'est pas terminée. Elle continue. Chaque nuit. Chaque jour. Dans cette maison maudite. Avec cette créature sans pitié. Prisonnière pour l'éternité de sa propre vanité, de son propre orgueil, de ses propres choix. Que cette histoire vous rappelle une chose simple mais absolument essentielle, la vraie richesse n'est jamais dans ce qu'on prend égoïstement. Elle est toujours dans ce qu'on donne généreusement. Et Aminata n'a jamais rien donné à personne. Elle n'a fait que prendre, exiger, mépriser. Maintenant elle paie. Et elle paiera pour toujours.